Bonsoir à tous, ravi de vous retrouver pour un nouveau numéro de Made in Africa, votre magazine économique 100% africain. Ce numéro sera consacré aux conséquences de la guerre en Ukraine pour les économies africaines. Importateur de matières premières énergétiques et agricoles, le continent est fortement impacté et pourrait l'être davantage si la crise avec la Russie perdure. Regardons ensemble cet exemple pour bien comprendre. Sur 54 pays que compte le continent africain, 33 importent 90% ou plus de leur consommation de blé. Un blé en provenance majoritairement de Russie et d'Ukraine. Au Maghreb notamment, la situation est critique. L'Égypte importe plus de 60% de sa consommation de blé, l'Algérie 75% et la Tunisie 62%, tandis que le Maroc en importe 38%. Au sommaire ce soir, enquête sur les conséquences de la crise dans l'Est de l'Europe sur la Côte d'Ivoire. La Côte d'Ivoire où la hausse des prix des matières premières perturbe, comme partout ailleurs, le marché. Vous verrez très concrètement quels secteurs sont les plus impactés, mais aussi ce qui devrait être fait pour trouver des solutions, que ce soit au niveau des entreprises ou au niveau de l'État. Puis nous partirons au Cameroun, un pays très dépendant des importations de blé en provenance de Russie. Pour faire face à la flambée du prix de la baguette, des initiatives se mettent en place pour un pain fabriqué à base des ressources vivrières camerounaises. Vous l'avez forcément constaté, en allant faire le plein d'essence, en achetant le pain ou en faisant vos courses au supermarché. Les prix sont à la hausse. Et cela s'explique par un conflit qui a lieu sur un autre continent, à des milliers de kilomètres, en Ukraine. Comment expliquer qu'un conflit si éloigné de nous puisse tout de même avoir des conséquences sur notre économie? Quels secteurs sont les plus impactés? Quelles solutions faudrait-il privilégier? Guerre en Ukraine, les conséquences. Un reportage de Bernard Samael Pomme, Ghislaine Mendonça et Romane Émilie Kofi. Une journée ordinaire dans cette station-service d'Abidjan. En apparence, rien n'a changé, mais en apparence seulement. Je sais que je payais l'essence à 615, mais je viens d'avoir peut-être 695. Une augmentation de 80 francs sur le prix du carburant. Pas le choix. Cet Ivoirien, comme des milliers d'autres, doit payer plus cher chaque litre consommé. Dans la semaine, ça ne vaut même pas 5 jours, peut-être 4 jours. Pour le plein, peut-être à 60 000, à 615. Mais maintenant, disons qu'à 695, on va faire combien de jours? Peut-être 2 jours, 3 jours. Vraiment, pour l'augmentation du carburant, vraiment, ça fatigue la population. Depuis janvier 2022, le prix du super n'a cessé de grimper pour atteindre début mars 695 francs CFA à la pompe. Une hausse que justifie le gouvernement ivoirien par la récente crise entre la Russie et l'Ukraine. Un conflit qui influe sur les cours mondiaux du pétrole, comme le souligne ce communiqué officiel. Ce livreur est encore sous le choc. Sa crainte, voir diminuer ses revenus. Je prends un exemple palpable. J'ai fait 3 courses avec le carburant de 1500, j'ai eu 4500. Vous voyez, je suis obligé de venir recharger encore pour 1500. Ce qui veut dire que dans ce que j'ai eu, les 3500, les 4500, j'enlève 1500, il me reste 3000 pour ma journée. Vous voyez un peu ce que ça joue. Par contre, avant, quand je prends 1500 matin et les 4500, je peux rentrer avec à la maison et venir encore demain encore travailler un peu encore avant. Le gasoil et le pétrole à usage domestique n'ont pas subi d'augmentation. Et pour cause. Entre janvier et avril 2022, l'État ivoirien a débloqué 120 milliards de francs CFA pour amortir l'inflation et ainsi préserver le pouvoir d'achat des citoyens. Youssouf Karious, économiste, est l'un de ceux qui suit de près les répercussions de la guerre entre l'Ukraine et la Russie. La Russie, troisième producteur et deuxième exportateur de pétrole dans le monde. Difficile, selon l'expert, d'échapper à l'impact socio-économique. Le cours du pétrole, il est fixé mondialement. Oui, donc il suffit qu'il y ait un producteur mondial principal, majeur de l'économie mondiale qui flanche, même si la Côte d'Ivoire n'entretient aucun lien avec lui,
ben, c'est les cours du pétrole mondial qui montent. Donc forcément, on est impacté indirectement. Le conflit se déroule à des milliers de kilomètres, mais ses répercussions atteignent le monde entier, y compris l'Afrique. La guerre en Ukraine. De nombreux secteurs sont impactés. Rareté et hausse des prix des matières premières perturbent le marché, car l'Ukraine et la Russie sont de grands fournisseurs de céréales, de pétrole ou encore d'engrais. Des industries au secteur agricole, en passant par les produits de grande consommation, la Côte d'Ivoire pourrait elle aussi en payer le lourd tribut. Sur les rives de la lagune ébriée, à Abidjan, un navire à quai. À son bord du blé, en provenance d'Europe. Un navire de fret qui appartient à un grand groupe mondial de transformation du blé. Le bateau approvisionne régulièrement la Côte d'Ivoire. Ici, des dizaines de tonnes de blé, cette céréale incontournable dans l'alimentation. Vincent Maïwaché est le directeur technique adjoint de la filiale ivoirienne du Meunier. L'un de ceux qui est en charge de réceptionner ces mastodontes. Mais depuis quelques semaines, ce responsable ne reçoit plus de cargaisons de blé en provenance de certains pays grands producteurs. This boat at the moment is coming from France. It's carrying a French wheat, which we have ordered 3,400 tons of wheat. We used to have 4 countries that we order our wheat from, which is Ukraine, Russia, Argentina, and France. Due to this crisis now, Ukraine and Russia are out of the picture. We are ordering from France and Argentina. La raison est simple. Depuis le début de la crise qui les oppose, la Russie et l'Ukraine ont limité leurs exportations de blé. Pour l'heure, pas de quoi mettre à mal le fonctionnement de cette usine, où la matière première atterrit pour être ensuite moulue dans ces énormes machines. Plusieurs étapes de traitement pour obtenir cette poudre, de la farine de blé. We do 21,000 tons of flour a month. Then, yes, flour is very much important. It's the most important ingredient in a bread baking. Cette usine est l'une des rares à produire de la farine de blé sur le sol ivoirien, ce qui permet à la Côte d'Ivoire, en temps normal, de ravitailler l'ensemble du territoire et de satisfaire la demande locale. Mais aujourd'hui, des répercussions se font sentir dans le secteur. Premiers impactés, les boulangers, principaux clients des meuniers. À Bobo, l'un des quartiers les plus peuplés d'Abidjan. C'est ici, dans cette rue, qu'une boulangerie fournit aux habitants leur ration quotidienne en pain. Bonjour les gars. Bonjour. Comment ça va? Très bien. Ok. La production c'est pour quelle là? C'est pour midi. C'est pour midi. Et si on a encore de la farine? Oui, il y a un petit stock qui est là. Ok, allez-y voir. Alassane Bakayoko est le propriétaire de cette fabrique. Pâtissier depuis plus de 15 ans, ses habitudes sont bien rodées. Comme vérifier chaque jour les quantités de farine de blé disponibles. Ce jour-là, il n'en reste pas assez. 5 sacs, bien loin des 30 qu'il conservait ici avant l'enlisement de la crise en Ukraine. À cause de la crise ukrainienne, la farine a augmenté. Et avant la crise, nous étions à 18 500. Aujourd'hui, nous prenons la farine aujourd'hui à 22 000. Vous voyez la marge. Nous avons du mal à faire le grand stock. À l'époque, quand la farine était à 18 500, on pourrait prendre les stocks et un peu énorme. Vraiment, actuellement, c'est un peu difficile. 3 500 francs de plus par sac de farine de 50 kg, une augmentation perceptible aussi sur d'autres intrants, tels les levures, indispensables dans la composition du pain. Produire malgré tout, en évitant de tourner à perte. Un enjeu qui a poussé les professionnels comme Alassane à solliciter l'arbitrage de l'État. Nous avons formulé les plaintes
pour demander au ministère du Commerce qu'il essaie de vraiment réajuster les prix. Et la mesure du gouvernement vient sincèrement nous soulager, mais vraiment ça ne règle pas nos problèmes à 100%. Voilà, donc nous essayons de faire avec. Avec le temps, on verra comment ça va donner. La mesure en question consiste à maintenir le prix du pain, mais à diminuer son grammage. La baguette de 150 francs fera désormais 174 au lieu de 200 grammes et celle de 200 francs CFA, plus grosse, 232 grammes. Là encore, le gouvernement ivoirien veut minimiser l'impact sur le consommateur final, car le pain reste l'un des aliments les plus consommés en Côte d'Ivoire. 80% de la population en mange chaque jour. Malgré une capacité de production en baisse, pas question pour ce boulanger de baisser les bras, après un investissement de 60 millions de francs CFA dans son établissement. Mais pour l'heure, difficile de faire autrement, lorsqu'il existe, selon lui, encore peu d'alternatives. Nous sommes habitués déjà au blé, puisque aujourd'hui, vous imaginez, tous les pains que nous faisons, sa base est bleue. Si aujourd'hui vous prenez du manioc pour faire du pain, puisqu'on n'est pas déjà habitué à ça, les gens diront non, vous faites du pain avec la manioc. Donc nous sommes obligés de prendre la farine de blé. Notre souhait, nous les boulangers, que vraiment cette guerre puisse s'arrêter rapidement. La farine à base de blé reste le principal composant dans la préparation du pain en Côte d'Ivoire. Mais alors, comment ne plus en être dépendant? Les dirigeants ivoiriens optent pour stopper les exportations de certaines cultures vivrières, telles le manioc et la banane plantain, massivement produites dans le pays. L'espoir à terme, les substituer à la farine de blé. Le blé, une matière première qui coûte de plus en plus cher, passé de 300 € la tonne, soit 195 000 francs CFA, à plus de 370 € la tonne, soit 240 000 francs, un mois après le début des hostilités en Ukraine. Selon cet économiste, la Côte d'Ivoire doit plus que jamais accélérer sa politique de transformation des matières premières. Après le Covid, c'est la deuxième alarme qu'on devrait avoir sur la possibilité et la capacité que nous avons en tant qu'Africains à protéger d'une certaine manière certains secteurs dits stratégiques. Si vous n'investissez pas ou si vous ne créez pas les conditions pour avoir des industriels transformateurs qui vont pouvoir conditionner les produits, tout ce que vous produisez, même si vous montez en capacité de production, peut pourrir dans les terres. Se tourner vers la terre pour être moins dépendant de l'importation, une équation pas si simple à résoudre. Le secteur de l'agriculture en Côte d'Ivoire représente un des piliers de l'économie. Environ 28% du produit intérieur brut. Une filière en particulier fait sa fierté, le cacao. Le pays en est le principal exportateur, 40% de la production mondiale. Problème, l'or brun pourrait lui aussi être mis à mal par les répercussions de la guerre en Ukraine. Pour le constater, nous sommes allés à 3 heures d'Abidjan, dans les environs de Yamoussoukro, à la rencontre d'un homme. Yao Kofi, la soixantaine. Producteur de cacao depuis 35 ans, ce sont ses fèves qui nourrissent sa famille, seule source de revenus. Je vais dans le champ de cacao. D'accord. Ce soir. Alors, lorsque ce père n'est pas à la maison, c'est dans sa plantation qu'il se rend. Aujourd'hui, l'agriculteur y va dans un but précis. Pulvériser ce produit, un insecticide. Un intrant qui lui permet d'obtenir une bonne production. Une boîte d'insecticides insuffisante pour ces 3 hectares de plantation. Des produits chimiques comme celui-ci, il en faudrait plus pour tuer les agents pathogènes, tels les champignons et les mauvaises herbes. Donc, si nous n'avons pas des intrants, nous ne pouvons pas produire assez comme il se doit. Par exemple, vous voyez, on devait avoir des cabosses à ce moment. Mais vous voyez le pied, il n'y a pas de cabosses parce qu'il y a un manque de ces intrants. Si les intrants se font rares, ils sont aussi plus chers.
Pour couvrir toute la superficie de son champ, Yao Kofi dépense 250 000 francs CFA par an. Mais ça, c'était avant la guerre en Ukraine. Car aujourd'hui, la valeur de certains intrants a doublé, voire triplé en quelques semaines. Avant, nous achetons l'herbicide, une boîte à 2 000. Aujourd'hui, la boîte coûte 5 000. L'engrais qui était à urée à 20 000, aujourd'hui à 30 000, à 35 000, à 37 000. Même si on arrive à avoir une bonne production, on ne fera plus la même marge comme avant. Si Yao Kofi et les autres petits producteurs de cacao ne peuvent plus produire en raison du manque d'intrants, c'est toute l'économie ivoirienne qui risquerait d'être mise à mal. Problème, la Russie. Je veux un sachet de 1 kg de machette. Le prix est combien actuellement? L'un des plus grands producteurs de fertilisants de synthèse a bloqué ses exportations dès le début de la guerre. Conséquence, une pénurie sur le marché mondial. 1 kg 800. Mais avant, tu faisais ça à combien? Avant, on faisait ça à 400. Les cacaoculteurs comme Yao Kofi doivent se tourner vers des produits en provenance d'Asie. Ceux-là viennent de Chine, mais ne coûtent pas pour autant moins cher. Et les étals de ce vendeur sont presque vides. J'ai un peu seulement à cause des prix. On ne peut pas, c'est trop cher. Moi-même, comme c'est mon travail, je ne sais pas ce que j'ai à faire. Aujourd'hui, où je te parle là, je peux dépenser 200 000 dans le produit. Voilà. Avant, je mets 500, 600 000 dedans. Tout est propre. Mais cette année-là, toi-même, tu as vu quand il a commencé, c'est vide. La crainte de ne pas s'en sortir et s'enfoncer davantage dans les conséquences économiques d'une guerre ukrainienne dont il est pour l'heure difficile de prédire la fin. Retour sur le plateau de Made in Africa. Il faut noter que quelques semaines après la réalisation de ce reportage, le prix du super a franchi un autre palier, passant de 695 francs à 735 francs CFA, soit une augmentation de 40 francs CFA. Et pour débattre de ce sujet ce soir, j'ai le plaisir d'accueillir Aimé Cablan-Coisan, directeur général du commerce intérieur, Amadou Koulibaly, président national du haut patronat des boulangers et pâtissiers de Côte d'Ivoire, et Malik Nyang, directeur général de Afrigec, société d'importation d'engrais. Monsieur le directeur général, messieurs, bonsoir. Bonsoir. Merci d'être dans Made in Africa ce soir. Le monde traverse une crise et nous allons en parler. Première question pour vous, la hausse des prix des matières premières à cause de la guerre en Ukraine. Est-ce que vous pouvez confirmer que c'est une réalité en Afrique? La hausse des prix de l'engrais est une réalité depuis bien longtemps, qui a commencé il y a 2 ans, à la survenue de la pandémie à Covid-19. Et qui continuait. La crise n'est venue que mettre à jour ou mettre sous les lumières une augmentation, une crise qui est là depuis quand même 2 ans. Monsieur le directeur général, la crise dans le monde, et notamment à l'est de l'Europe, est-ce qu'il y a vraiment des conséquences sur la Côte d'Ivoire? Absolument. Ce n'est pas seulement sur la Côte d'Ivoire. Je veux dire, les conséquences sont mondiales. Vous savez, nous sommes à l'ère de la globalisation et les économies sont interconnectées. Donc effectivement, la crise ukrainienne impacte durablement nos économies, impacte l'Afrique de l'Ouest, impacte effectivement la Côte d'Ivoire. Aujourd'hui, cette flambée des coûts des matières premières, quel impact aujourd'hui sur le panier de la ménagère? Ah oui, mais c'est l'inflation. C'est la flambée des prix. C'est vraiment, j'ai envie de dire, tout ce qu'on observe aujourd'hui, le renchissement des produits de grande consommation. Parce qu'un certain ensemble de matières premières qui rentrent dans la fabrication des produits de grande consommation, qui sont utilisés comme intrants par notre industrie locale, connaissent, je dirais, une hausse importante. Ouais. On a des niveaux d'augmentation des prix qui sont historiques. Ces différents intrants rentrent dans la fabrication de nos productions locales, mais l'impact, effectivement, sur le coût, c'est un coût de facteur important dans le coût de revient.
Quand on parle d'inflation, c'est la hausse généralisée. Ah oui, la hausse généralisée des prix. Vous évaluez à combien de pourcents à cette date? Non, il faut dire qu'aujourd'hui, la Côte d'Ivoire, à fin avril, en glissement annuel, était donc à 4,6%. Voilà, je pense qu'on était légèrement au-dessus du seuil communautaire, qui est à 3%. Mais quand on regarde ce qui se passe donc dans notre sous-région, j'ai envie de dire que la Côte d'Ivoire est l'un des pays qui s'en sort le mieux. On va, oui, alors c'est bien. On va aussi voir l'avis des acteurs du secteur, quitte à savoir rapidement quels sont les secteurs qui sont les plus impactés. Ah non, globalement aujourd'hui vous avez des secteurs comme l'agroalimentaire, c'est un secteur qui est énormément impacté. Vous avez l'énergie et vous avez aussi le BTP. La situation ne s'améliore pas. Hein. Alors, parlons de la farine de blé. C'est une question qui est importante. C'est un secteur qui est important, qui a été affecté. Est-ce qu'aujourd'hui, vous pouvez considérer qu'on reçoit moins de blé qu'avant? Je ne parle pas des coûts, je parle des quantités. Est-ce qu'on arrive à maintenir les mêmes nombres de cargaisons qu'avant? Peut-être que les moulins, les meuniers pourraient mieux répondre à cette question, mais de mes interrogations, ils m'ont assuré qu'ils n'ont pas de problème d'approvisionnement pour l'instant. Donc du coup, sur le plan national, Monsieur le Directeur Général, on n'a pas entendu de problème d'approvisionnement en blé? Les importations en provenance donc, de Russie et d'Ukraine représentaient à peu près 20%, 20% des importations de nos meuniers. Mais ils ont su, je dirais, se diversifier à travers donc, de nouvelles destinations, surtout le blé français. Mais ce qu'il faut vraiment noter, c'est que les conséquences sont surtout sur le coût d'achat. Alors, sur la question du coût, comment est-ce que vous faites pour vous en sortir? On a vu les mesures du gouvernement pour vous faciliter la tâche. Oui. Aujourd'hui, comment est-ce que se comporte le secteur? Oui, le secteur continue de traverser sa période de difficulté. Parce qu'avec le super que vous avez annoncé, notre gaz butane que nous utilisons vient de passer à 850. À combien? 850 voire 900 dans certaines zones. 800, entre 800 et 900 en fonction de la distance d'approvisionnement. Donc pour dire que c'était une mesure qui intervenait aussi dans une période vraiment de crise, je peux dire, puisque la hausse des prix était généralisée et donc les marges de manœuvre étaient très réduites pour le gouvernement. Donc nous nous sommes contentés de limiter la casse, mais nous ne sommes pas encore sortis. Alors nous, on continue d'acheter notre pain à 150 francs. Hein. Oui. Donc vous perdez. C'est quoi la solution pour pas qu'on perde? Oui, comme l'élément l'a annoncé, ce pain que vous payez à 150, il est à 114 grammes maintenant, contre 200 grammes en moyenne. Donc ça veut dire que le prix ne change pas, mais la quantité de farine que vous y mettez a diminué, donc ça permet de... Légèrement. Oui. D'accord. Alors, monsieur le Directeur Général, est-ce que vous pensez que malgré toutes les mesures du gouvernement qui ont été prises jusqu'à présent, on va évoluer peut-être vers une augmentation du prix du pain? Ce qu'il faut noter déjà, 200 milliards de subventions sur le carburant que le gouvernement a mis en place depuis le mois de janvier. On a 6,6 milliards de subventions sur le blé. On a autour d'1 milliard d'exonérations douanières toujours sur le blé. Donc il y a un ensemble de mesures qui a été prise par le gouvernement, notamment en accord même avec l'ensemble des acteurs de la filière, les meuniers et également les boulangers, qui ont permis effectivement de stabiliser l'offre donc de pain en Côte d'Ivoire, notamment la baguette qui est donc l'offre la plus prisée. Donc sur la baguette, nous avons convenu aujourd'hui que la baguette de 174 grammes est vendue à 150 francs et la baguette de 210 grammes est vendue donc à 200 francs. C'est pour dire que les efforts qu'a fait le gouvernement à travers donc, les mesures fiscales et d'accompagnement donc, de la filière blé nous permettent donc de maintenir le prix de la baguette à 150 francs. En dehors du pain, il y a toute la chaîne de valeur agricole. Le président de l'Union africaine, en exercice, président également du Sénégal, notait récemment que l'Afrique était menacée véritablement de famine. Malick Niang, d'après vous, est-ce que c'est justifié? Oui, c'est justifié et même, je pense que c'est justifié depuis plus longtemps que cela. La crise en Ukraine est venue juste mettre un fouet dans ce qui se passe depuis un bon moment. Vous savez, avec l'augmentation des prix des engrais, déjà que nous sommes dans une zone où nous ne consommons pas
on va dire, nous n'utilisons pas assez d'engrais pour fertiliser nos sols. Nous avons un déficit, si on veut comparer par exemple avec les pays, ne serait-ce que même qu'en Afrique de l'Est, pour ne pas sortir du continent africain, qui consomment grosso modo plus de 100 kg à l'hectare d'engrais. Nous sommes ici en Afrique de l'Ouest, Côte d'Ivoire inclus, autour de entre 15 et 20 kg à l'hectare. Et aujourd'hui, vous produisez équivalent 1 kg d'engrais, vous produisez à peu près entre 5 et 8 kg de céréales. Donc vous voyez un peu le déficit. Si on va dans le sens d'une utilisation raisonnée des engrais, en tout cas en quantité et en qualité, je pense que du côté du céréal, on aurait pu peut-être à un moment donné éviter d'être des victimes collatérales d'une crise qui ne se passe pas, on va dire, sur notre sol ou en tout cas dans la sous-région. En restant sur les engrais, qu'est-ce qui se passe si on fait une production sans engrais ? La production va décliner d'année en année. Vous savez, le sol, c'est comme l'être humain avec la plante. La plante a besoin de se nourrir. Plus elle se nourrit, mieux elle se nourrit, plus elle produit. Nos sols sont pauvres, de façon générale, avec l'agriculture, on va dire, saisonnière sur le même sol. À un moment donné, vous n'avez plus les mêmes nutriments à l'intérieur du sol. Ouais. Vous avez besoin d'apporter des engrais, on va dire, pour faire simple, de la nourriture à la terre, qui va permettre à la plante de mieux se nourrir et de mieux produire. Donc, moins on va mettre des engrais, moins on produira et plus on aura de problèmes et de déficits. Donc, cette crise nous inquiète parce que nous, on est champions dans plusieurs produits. On a le cacao, on a le café, on a l'anacarde, on a l'EVA. Dites-nous, quelle est la situation de l'importation des engrais aujourd'hui en Côte d'Ivoire ? À la même période l'année dernière, que si on compare cette année, on a un déficit d'à peu près un peu plus de 50%. Aujourd'hui, entre janvier et mai, on a eu une importation qui tourne autour de 100-160 000 tonnes d'engrais. À la même période l'année dernière, on était autour de 300 000, presque à 400 000 tonnes d'engrais qu'on avait importés sur le sol ivoirien. La situation n'est pas, on va dire, intéressante. Et l'impact ne sera pas visible tout de suite. Si on prend l'exemple du cacao dont vous parliez, le fait de diminuer, on va dire, la quantité d'engrais dans une parcelle de cacao, l'impact ne se verra pas tout de suite, mais sur les récoltes prochaines. Pourquoi ? Parce que le cacao, c'est saisonnier. Si on prend à la différence le céréal, l'impact, c'est tout de suite. Vous ne mettez pas d'engrais, vous n'aurez pas de résultat. Alors, c'est inquiétant. Pour notre économie. Mais on n'a pas envie d'être inquiet quand on vous voit, parce que vous nous rassurez. Alors, dites-nous, est-ce qu'il y a des mesures en ce qui concerne les engrais qui sont prises ? Si oui, lesquelles ? Non, je crois qu'aujourd'hui, ce qu'il faut noter, c'est quand même, vous avez entendu hier le chef de l'État à la tribune donc, du CO Africa Forum, qui a lancé quand même un cri d'alerte à l'opinion internationale pour marquer, je dirais, les inquiétudes et préoccupations du continent africain. C'est la voix de l'Afrique qui a été portée pour dire, effectivement, si on ne met pas assez rapidement fin, je dirais, à cette crise ukrainienne, qui représente quand même, en tout cas pour l'Afrique, plus de 30% des importations d'engrais, les menaces sont sérieuses pour amener demain à une crise alimentaire en Afrique. Et je crois que l'un des éléments importants, c'est que l'Afrique se prenne en charge. Et je crois que la Côte d'Ivoire y travaille sérieusement. On y travaille effectivement dans le cadre de la modernisation de notre agriculture. Je veux dire, vous avez le PENIA 2, dans lequel, je dirais, nous sommes, qui est donc le nouveau plan de développement donc, de notre agriculture, qui met l'accent sur la mécanisation avec tout ce qui est technique agricole, l'irrigation, et effectivement, il nous faut l'engrais pour assurer donc la disponibilité en toute saison, donc non seulement des produits vivriers, mais également améliorer la productivité des produits de rente. Alors, pour revenir sur la question de la farine de blé, on a vu une augmentation quand même. Dans le reportage, on parlait de sacs qui passent de 18 500 à 22 000. On a vu également l'agriculteur qui parle d'herbicides qui passent de 2 000 à 5 000, l'engrais qui passe de 20 000 à 30 000. Vous confirmez ces chiffres ? Bon, pour ce qui me concerne, oui, bien sûr. La farine de blé, oui, a augmenté. Malik Nyang ? Oui, tout à fait. Les prix ont été multipliés par 2, par 3, parfois sur certains produits, ou plus. Aujourd'hui, d'après vous, comment on jugule cette crise ?
Alors, à deux niveaux, principalement niveau national, niveau sous-régional. Au niveau national et sous-régional, avec notre association WAFA, West African Fertilizer Association, nous avons intervenu à deux niveaux. Au niveau du financement, nous sommes en train de travailler avec nos partenaires pour permettre à ce qu'il y ait un accès beaucoup plus facile, en tout cas beaucoup plus important à des ressources financières qui vont permettre éventuellement de s'approvisionner et en produits, en engrais, mais également en équipement. Nous avons eu des travaux avec le ministère de l'Agriculture récemment, au niveau national et au niveau encore régional, donc toujours, pour permettre en tout cas de trouver des solutions immédiates qui vont impacter tout de suite, on va dire, notre industrie, afin d'éviter à ce qu'effectivement il y ait une pénurie de ces engrais-là dans notre sol. En tout cas, on a noté tout à l'heure dans votre intervention que le PENIA vise à nous rendre totalement autonomes sur nos productions, ne serait-ce que sur la chaîne de valeur agricole. On va aller tout de suite au Cameroun, où je vous propose de voir leur expérience. Nous l'avons vu ensemble, la Côte d'Ivoire est touchée par la crise entre la Russie et l'Ukraine. C'est également le cas du Cameroun, où nous allons nous rendre maintenant. Un pays qui a importé 860 000 tonnes de blé, principalement de Russie, en 2020. Mais avec la guerre, il est plus difficile de se procurer du blé, lequel coûte désormais plus cher. Sur place, des entrepreneurs ont décidé de contourner la pénurie en misant sur des solutions 100% locales. Cameroun, le pari d'un pain sans farine de blé, un reportage signé Bernard Samuel-Pomme, Jean-Bernard Bologo et Roman Émilie Kofi. Vue du ciel, Yaoundé, capitale politique du Cameroun. Dans cette rue d'un quartier des affaires, une boulangerie, l'une des plus réputées, notamment pour ses pâtisseries, mais aussi pour la qualité de son pain. Et depuis quelques mois, de nouvelles baguettes ont fait leur apparition. Un pain un peu spécial, réalisé à base de farine de manioc ou encore de patates douces. Une nouveauté que cette enseigne met en exergue pour attirer une clientèle de curieux. Bonjour monsieur, est-ce que je peux avoir le pain de manioc s'il vous plaît? Comme ce jeune homme qui en achète ce jour-là pour la première fois. 500 francs. 500 francs CFA suffiraient à se procurer 3 baguettes ordinaires. Mais pas ce pain, vendu 3 fois plus cher. Rien qui puisse entamer la motivation de ce client. À mon avis, pour que l'Afrique se développe, il faut encourager la production et la transformation de tous nos produits locaux. C'est une petite révolution qui s'opère, un changement de conscience et de pratique dans la consommation du pain. Les porte-flambeaux, des hommes et femmes qui osent et misent sur le potentiel des cultures vivrières locales pour combler le déficit en blé accru depuis le début de la guerre en Ukraine. Le Cameroun est entièrement dépendant des importations de blé. 860 000 tonnes importées en 2020, principalement de Russie. Avec la guerre, ce blé est plus difficile à se procurer et coûte désormais plus cher. Conséquence directe, la hausse du prix du pain au Cameroun, en moyenne de 25 à 50 francs CFA pour une baguette. Pour faire face, des initiatives se multiplient en faveur d'un pain fabriqué en partie à base des ressources vivrières camerounaises. Objectif, contourner la pénurie qui menace un secteur important de l'alimentation. Made in Africa vous amène à la rencontre de ces artisans, bien décidés à ne plus entièrement dépendre du blé. Retour à la boulangerie Select, dans l'arrière-boutique. Ici s'affaire, loin des regards, une demi-douzaine d'employés, conduits par Hervé Niama, chef pâtissier. Voilà de nombreuses années que son équipe n'ont produit du pain qu'à base de blé. Il y a peu, ils ont dû se réinventer pour faire face à une contrainte, la rareté du blé. Mais le défi ne fut pas des moindres. Sortir des sentiers battus pour développer de nouvelles formules gardées secrètes à base de farine panifiable, c'est-à-dire contenant suffisamment de gluten pour servir à la fabrication du pain. Depuis que la crise ukrainienne est arrivée, avec cette flambée des prix du blé, nous sommes mis sur le travail d'essayer avec la hiérarchie pour pouvoir mettre ça sur pied. Ça n'a pas été vraiment facile.
Vous voyez, il y avait trop de ratés, il fallait reprendre à zéro, il fallait essayer de trouver la bonne formule pour avoir du bon pain de manioc, pour avoir du bon pain de patates, de maïs, ainsi de suite. Et à la dernière retrouvaille qu'on a fait, c'est le pain de plantain. Mais pour le moment, nous n'avons pas encore mis sur le guichet. Bientôt, nous espérons que nos clients seront satisfaits d'avoir du pain de plantain sur leur table. Paris gagnant, surtout pour les responsables de l'enseigne, au rang desquels Jean-Pierre Ekani, responsable de production. Ça va ici? D'accord. Bon, nous on fait comment? Pour les pains, patates, manioc, maïs, c'est bon? D'accord. Pour l'heure, la production de ces pains enrichis en farine locale reste limitée. En moyenne, seulement 30 de chaque variété sortent des fours par jour. Mais pour Jean-Pierre Ekani, c'est déjà une fierté. Et voici le composant vedette, celui qui fait toute la différence. La farine fait à base du manioc, non seulement sa couleur, elle est plus blanche, et en même temps également, elle est plus fine. Donc sa texture est plus fine. Et on peut rendre compte déjà que rien que là, il y a une différence. Bon, maintenant, quand nous allons vers la farine du blé, sa texture également, elle n'est pas complètement blanche. Donc ceci démontre également la substance de certains mélanges qui sont faits. Et elle est également pas trop fine. Une différence qui se trouve aussi dans le coût d'achat. Pour migrer vers d'autres farines, l'entreprise doit y mettre le prix. Les farines locales étant encore 2 à 3 fois plus chères que celles de blé. La farine du blé est faite de manière industrielle, nous tous nous connaissons. Mais les farines locales étant encore, j'ai même envie de dire que c'est en train de germer. La production, elle est typiquement de manière artisanale, voire même manuelle. Donc c'est tellement difficile, c'est-à-dire pour l'avoir. Si les producteurs sont accompagnés, je dis bien accompagnés véritablement par nos gouvernements ou encore par notre gouvernement, et que la production devient de manière industrielle, alors là, le coût de la farine locale deviendra plus bas que le coût de la farine de blé. Prioriser les matières premières locales pour être moins exposés aux fluctuations des cours du blé, notamment en provenance des pays d'Europe de l'Est, une vision entretenue aussi par l'État camerounais. Le pays envisage depuis de nombreuses années d'inclure 10% des farines locales, comme celle de manioc, dans la fabrication du pain. Il faut dire que le Cameroun en est un grand producteur. Environ 19 millions de tonnes de manioc sortent de terre chaque année. Cela représente 25 milliards de francs CFA de recettes pour le pays. D'autres cultures comme le plantain sont par contre moins produites, seulement 1,2 million de tonnes par an. Et pourtant, de nombreux artisans misent désormais sur ces tubercules. Les marchés de Yaoundé comme celui-ci en regorgent. Ce jour-là, ces deux femmes viennent s'approvisionner. Les plantains là, et tout ce que tu as, je vais environ 20 régimes, tu as suffisamment. Gaëlle, la trentaine, est une productrice de farine à base de divers tubercules. Aujourd'hui, elle effectue ses achats hebdomadaires. Elle prend soin de sélectionner ses régimes de plantain. C'est une variété particulière de plantain, il s'agit des gros doigts. Donc ce qu'on appelle les bic et banga, c'est ce genre, parce qu'une fois que je les déshydrate, à la fin j'ai quand même un rendu important en farine. Donc soit je vais directement au champ m'approvisionner, parce qu'il y a des gens qui sont loin dans les villages, et là ça me revient un peu moins cher de venir de m'approvisionner en plantain. Donc quand je viens au marché comme ça, c'est un peu plus cher parce qu'ils achètent à ces agriculteurs locaux et ils me revendent en fait. Résultat des courses, la facture s'élève à 35 000 francs CFA pour une dizaine de régimes, soit en moyenne 3 000 francs CFA l'unité. Aussitôt acheté, direction le domicile familial. C'est là que Gaëlle a installé sa petite unité de transformation. Ici, tout se fait à la main, ou presque. De l'épluchage des doigts à la découpe. La production est artisanale et ne nécessite pas de coûts supplémentaires. L'un des rares investissements, cette déshydrateuse d'un demi-million de francs CFA, venue de Chine.
Son rôle, assécher ces tranches en les débarrassant de leur eau, ce qui peut nécessiter plusieurs jours. Nous n'aurons donc pas l'occasion de suivre l'étape de transformation de ce plantain, moulu et enfin tamisé. Mais avec si peu d'équipement, Gaëlle ne produit qu'en petite quantité. Contrainte et limitée, elle espère parvenir un jour à moderniser son activité. Pour quitter d'ici, il faudrait d'abord finaliser l'unité de production qui est en cours et puis s'acheter des machines un peu plus sophistiquées. Et il faudrait des dizaines de millions pour mettre toutes ces machines sur pied. Car la demande est sans cesse croissante. Des professionnels mais aussi des particuliers qui sollicitent le savoir-faire de Gaëlle. Et c'est ici que la jeune femme a ouvert son épicerie fine, une boutique où elle propose de nombreuses variétés de farines. Ici, nous avons la farine de patates douces, sous cette forme. Nous avons la farine de manioc, tubercule de manioc. Nous avons la farine de plantain, banane plantain verte. Nous avons la farine de maïs. Nous avons la farine de riz. Si elles sont vendues 1000 francs CFA, c'est parce qu'elles nécessitent de grandes quantités de tubercules frais. En moyenne, 5 à 7 kg pour obtenir un demi-kilogramme de ces farines. Gaëlle en est l'un des précurseurs au Cameroun, car ces poudres, elle les commercialise depuis plus de 2 ans. Mais désormais, elle rêve d'un plus grand marché. On espère qu'avec le ministère du Commerce, les pâtisseries, en fait toutes les personnes qui utilisent les farines de blé pour en faire du pain et les dérivés seront obligées d'ajouter ces farines locales à leur mélange. Donc c'est encore en cours, mais une fois que l'importation de la farine de blé sera réduite, je pense que ça prendra. Des entrepreneurs comme Gaëlle, convaincus du potentiel des farines locales, se sont multipliés ces derniers mois. Un homme en particulier est devenu le visage de l'alternative camerounaise. Son exemple attire des médias du monde entier et son nom s'affiche dans la presse internationale. Guy-Marcel Nganta. Nous le rencontrons dans ce quartier populaire de Yaoundé, Nkondongo, dans les murs de cette modeste fabrique. Je peux vous dire que chaque jour depuis 2009 était un pas en avant dans l'optique de savoir comment est-ce qu'à base de ceci ou de cela, je pouvais obtenir un pain plus ou moins appréciable. Boulanger depuis 1998, voici plus d'une dizaine d'années que Guy-Marcel Nganta milite pour l'essor d'un pain à base des richesses du sol camerounais. Au plus fort de la guerre en Ukraine, raréfiant le blé, il est le premier à mettre en exergue ses pains à base de patates douces, d'igname ou encore de riz. La crise ukrainienne a donné le ton à l'Afrique de se questionner comment est-ce que l'Afrique pourrait se nourrir demain dans un avenir très proche si la crise venait à continuer. Nous, en tant que boulangers, on essaie de trouver une alternative à travers notre propre culture pour répondre à la faim qui essaie de sévir le monde et notre continent qui va être touché en premier. La révolution est en marche. Mais il faudra encore à Guy-Marcel Nganta, comme à tous ses pairs, attendre avant de pouvoir satisfaire l'ensemble de la demande nationale en pains enrichis aux farines locales. Allez, on est de retour du Cameroun et là, dans nos studios à Abidjan, en Côte d'Ivoire, j'ai une question pour vous, Monsieur Koulibaly. Ce reportage sur le Cameroun, c'est votre secteur d'activité. Qu'est-ce que ce reportage vous inspire? Oui, ce reportage, il faut dire, ce n'est pas quelque chose de nouveau pour nous, professionnels du secteur. Déjà, en mars 2016, il y a des études qui ont été menées en Côte d'Ivoire pour incorporer les farines locales à la production du pain. Ces études tendaient, n'est-ce pas, à maintenir la qualité, les caractéristiques du pain en incorporant des farines locales sans changer diamétralement le profil de goût du pain. Votre avis, Malik Nyang, sur ce reportage au Cameroun?
Alors, on voit qu'il y a des alternatives. Des solutions palliatives sont en train d'être cherchées ça et là. Le monsieur a parlé de 2009, depuis quand même une bonne dizaine d'années. La farine de blé est compétitive. On a 1 kilo de farine de maïs à 1000 francs, vous avez le même kilo à 300 francs, divisé par 3. Donc, il y a un problème de rentabilité. C'est difficile aujourd'hui pour peut-être l'Africain lambda d'aller payer son pain à 500 francs. Aujourd'hui, le pain il est à 150, 200 francs maximum. C'est abordable pour tout le monde. De là, multiplier le prix du pain par 5 ou par 4. La recherche aujourd'hui qui veut qu'on ait le pain accessible à tout le monde, à ce niveau-là, sera beaucoup plus difficile. Est-ce que là, on n'est pas dans une stratégie justement d'initiation à ce nouveau type de goût, d'initiation pour ceux qui peuvent payer plus cher, à ce nouveau type de goût? Votre avis, est-ce que ce n'est pas un processus? Oui. Dans ce cas ici, on l'appelle le pain spécial. Ouais. Voilà. Il est généralement plus cher que le pain ordinaire. Ça existe ici, on le fait. Mais ça ne tombe pas dans l'accessibilité qui est recherchée à travers... Vous faites du pain spécial à base de farine de quoi? J'ai fait des tests à partir de manioc. Votre regard, Monsieur Coisan, sur ce qui est en train de se passer, la décision de se recentrer vers les produits locaux et de se protéger potentiellement donc des chocs extérieurs? Non, c'est une problématique qui est déjà prise en charge par notre gouvernement. Et nous sommes en train de travailler à faire en sorte qu'aujourd'hui, nous puissions mettre en place une chaîne de valeur qui permettra donc d'industrialiser la farine locale et la rendre accessible. Donc pour que effectivement l'ensemble des boulangers puissent l'utiliser à produire un pain qui soit donc à base de farine locale, mais également à moins de coût. Alors, si on revient au modèle camerounais, est-ce que vous n'avez pas le sentiment, Amadou Coulibaly, que là-bas, il y a une approche plus volontariste? Absolument. Là, par exemple, vous avez parlé des recherches qui sont en cours, là, on a parlé des réformes qui sont en cours, mais là, il y a déjà un pain, ou du pain, qui coûte 500 francs, qui coûte plus cher, mais qui marche. Oui, c'est très bon, et c'est d'ailleurs économique. Dans certains cas, l'offre crée la demande. Quand on fait une proposition de nouveauté, on aura toujours des acheteurs. Maintenant, ce que ça suscite aussi comme, n'est-ce pas, élément, c'est qu'il faut une préparation psychologique de la population. Parce qu'ici, en Côte d'Ivoire, les farines locales sont perçues comme de mauvaise qualité ou de moindre qualité par rapport au blé. Et quand un pain n'est pas bon, les consommateurs nous taxent d'utiliser de la farine de manioc. Donc il faut déjà préparer psychologiquement la population à accepter, n'est-ce pas, ces produits-là. Donc vous n'avez pas le sentiment ici que la population soit aussi réceptive que ce qu'on a vu au Cameroun aux alternatives? Non, la population... Peut-être que c'est dans votre recette, peut-être qu'il faut... C'est le coût qui va faire l'élément déterminant. S'il est plus accessible que la farine de blé, enfin le pain à base de blé, automatiquement, on aura vraiment une acceptation de la population. Sinon, si on dépasse les 15%, le goût va changer. Et maintenant, il faudra que la population vraiment s'approprie comme étant un produit local et être prêt à l'acheter. Malick Niang, vous voulez réagir? Ce que je voulais rajouter, quand on prend la farine de manioc, quand on prend la farine de blé, on voit la différence de prix. Cette différence-là, nous, on l'aperçoit en tant qu'acteurs dans l'agriculture, simplement dans la capacité de production. Si on arrive à produire assez de manioc sur une même superficie, d'accord, on réduit les coûts de production. Si on réduit les coûts de production, on réduit le coût de la farine, parce qu'après, on va transformer beaucoup plus. Donc, avec une économie d'échelle, on économise un tout petit peu plus. Et je pense qu'on peut arriver à égaler les coûts de la farine de blé. Malick Niang, petite pause, il faut que je parle au directeur général. Sur ce point, qu'est-ce qui est fait aujourd'hui? Parce qu'eux, ils avaient une contrainte, justement, les produits sont là, mais la transformation à une échelle suffisante pour en faire de la farine qui soit à un coût abordable et d'une qualité de sorte à pouvoir l'utiliser pour en faire du pain. Quelles sont les réflexions qui sont menées dans ce sens et quelles sont les politiques nationales pour aller dans ce sens? Non, je crois que c'est ce que j'essaie de rappeler tout à l'heure. Hein. En termes de politique publique, nous avons montré notre volonté à travers l'adoption d'une nouvelle norme ivoirienne, la norme NI 380 qui a évolué et qui prend en charge les céréales locales dans la production donc, de la fabrication de la baguette de pain. Ça, c'est vraiment l'expression de la volonté politique du gouvernement ivoirien. Ça, c'est clair. Mais avant ça, il y a toute l'industrie pour produire
Non, bien sûr, c'est ce que je m'entends dire. Quand je dis la volonté également du musulman d'Arsouba, c'est d'accompagner un processus de chaîne de valeur intégrée qui permettra non seulement, je dirais, d'industrialiser la fabrication donc des céréales locales, de la farine locale, mais de faire en sorte effectivement qu'elle soit aussi accessible. Et là, ça passe par une prise en charge d'une agriculture qui soit donc intensif, qui permet donc d'améliorer la productivité donc des céréales locales. Donc c'est pour dire qu'il y a un potentiel d'utiliser des céréales autres que le blé pour pouvoir donc faire une offre nationale aux populations ivoiriennes. La farine de plantain, vous connaissiez? Oui. Ouais, la farine de patate. Oui. Alors, c'est intéressant de l'entendre. Nous qui sommes le commun des mortels, on n'est pas forcément dans votre domaine, on le découvre. Alors moi j'ai une question pour vous justement en matière de vision. Au niveau de nos pays africains, est-ce qu'il ne serait pas justement temps de booster la transformation de nos matières premières, justement sur le plan local, comme des instruments pour se protéger de ce qui se passe à des kilomètres? Malik Nyang. Quand on parle de rentabilité, on parle de capacité de production. Aujourd'hui, quand vous prenez l'agriculteur qui est en Europe de l'Est, qui peut faire du 10 tonnes à l'hectare avec du maïs, le même agriculteur en Côte d'Ivoire, il va faire peut-être, à tout casser, entre 800 kilos, voire 2-3 tonnes. Ça tient à quoi? Les pratiques agricoles, l'accès aux bons intrants, aux bonnes semences d'abord, et bien entendu, on va dire, tout ce qui est autour de l'agriculture, les bonnes pratiques agricoles de façon générale. Donc, si on va arriver à égaler ou bien en tout cas être très compétitif dans le domaine agricole, l'agriculture ne doit plus se faire comme elle se faisait il y a 50 ans, 60 ans en arrière. Aujourd'hui, il y a les nouvelles technologies, vous avez pas mal d'informations qui sont disponibles. Même pour les engrais, vous avez la capacité d'analyser le sol avant d'apporter les engrais pour savoir effectivement qu'est-ce qui manque au sol. Si vous voulez faire du riz, du maïs, du blé, vous allez pouvoir savoir de quoi est-ce que vous avez besoin pour avoir de bons rendements. Donc on doit développer des produits sur le plan local, y compris les engrais. Le CNRA en fait pas mal. Il y a pas mal de semences que le CNRA a développées qui sont très puissants. Il faut simplement que ça soit vulgarisé, que l'information soit disponible, que les gens puissent aussi s'essayer à autre chose. Mais concrètement, nos farines locales, vous êtes d'accord qu'on peut les produire à grande échelle? Il faut faire en sorte que l'ensemble de la chaîne des valeurs puisse prendre en compte les nouvelles techniques agricoles. Une fois que les rendements sont améliorés, effectivement, je dirais, ça va intéresser la prise en charge par les industriels pour pouvoir faire une offre nationale en abondance. Comment donc vous motiver à aller peu à peu vers des alternatives à la farine de blé? Il faut, en amont, mettre en place une politique de production intense, parce que contrairement à ce qu'on pense, on a l'impression qu'on produit beaucoup de manioc, ce n'est pas vrai. Il y a des produits, oui, même le maïs, il y a certains transformateurs qui importent du maïs. Donc ce qui est vu, ce n'est pas forcément la réalité. Alors moi je veux quand même vous rassurer sur le goût. Nous, pendant des années, on a mangé à Katiola, je salue mes amis de Katiola, du pain à base de manioc. C'était très bien, c'était spécial, mais on s'est habitué. Donc on va finir par s'habituer, mais dans tous les cas, il faut protéger notre économie des chocs externes. Un dernier mot pour vous, Malik Nyang. Oui, je vais rejoindre mes collègues dans l'effort qui est en train d'être fait. Il faut un accent dans la production agricole. Si on veut être moins dépendant de l'extérieur, ou en tout cas ne pas être impacté en cas de conflit à l'extérieur, il faut se concentrer sur quand même la production des céréales locales. Aimé Kwazan, la crise de Covid, la crise dans l'Est de l'Europe aujourd'hui, toute l'Afrique est affectée, les risques de famine. D'après vous, c'est quoi les perspectives pour nous qui sommes dans cette situation aujourd'hui? Nous avons des perspectives de croissance en Côte d'Ivoire qui sont autour de 7% pour l'année 2022. Donc, soyez rassurés que ce sont des questions qui sont prises en charge totalement par le gouvernement, parce que quand vous regardez ce qui se passe chez nos voisins, au Sénégal, on est à 7,4% au niveau de l'inflation. Quand vous regardez au Burkina, on est à plus de 15%. C'est pour dire qu'en réalité, notre économie en Côte d'Ivoire a une capacité de résilience et qui montre aujourd'hui que les politiques publiques mises en œuvre portent effectivement, donnent des résultats satisfaisants pour le bonheur des consommateurs ivoiriens.
J'espère que ça aura rassuré nos téléspectateurs qui nous suivent, mais également tous ceux qui nous suivent en dehors de la Côte d'Ivoire. Merci, chers invités, d'avoir été là. On continue de se battre contre cette crise. Je vous dis merci également à vous qui avez suivi ce numéro de Made in Africa. Je vous donne rendez-vous dans 15 jours seulement pour un nouveau numéro de Made in Africa. Vous pouvez entre-temps suivre cette émission sur notre site internet, c'est www.rti.ci ou sur l'application RTI Mobile. Vous pouvez aussi suivre nos activités sur les réseaux sociaux. Vous êtes avec nous sur Made in Africa pour Facebook et Made in Africa TV pour Instagram et Twitter. Merci à tous ceux qui m'ont aidé à préparer cette émission, les équipes de production d'Éléphant Africa, mais également les équipes de la RTI pour la réalisation. Une émission que nous souhaiterions dédiée à la mémoire d'Arthur Nguessan, notre estimé chargé de production qui nous a quittés brutalement en mars dernier. Nous transmettons toute notre affection à sa famille et à ses proches. Et pour moi, je vous souhaite une excellente suite de programmes sur RTI.